Bienvenue sur Mizan TV pour la suite de notre série consacrée à l'histoire de la Palestine et à la généalogie du sionisme. Pour nous accompagner dans cette histoire, nous avons le plaisir de recevoir Youssef Boussouma. Bienvenue sur Mizan TV, Youssef. Bonjour à vous. Alors donc on va entamer la suite de cette histoire aussi dramatique que passionnante de la Palestine, de la généalogie du sionisme, comme je le disais. Et nous avions vu précédemment, nous étions penchés sur la figure centrale de Theodor Herzl dans un premier temps, auteur de l'État des Juifs. Ensuite, nous avions vu Eichler, William Eichler, donc le parrain du sionisme, hein, comme nous l'avions intitulé, pour enfin parler du mandat britannique et de toute cette période marquée notamment par la fameuse déclaration Balfour soutenant l'installation d'un foyer juif en Palestine. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un moment qui n'est pas très connu du grand public concernant l'histoire de la Palestine, qui est la grande révolte arabe de 1939, donc en Palestine, donc une révolte arabe qui revendiquait à cette époque la fin précisément du mandat britannique sur la Palestine, la création d'un État arabe indépendant et la fin de l'immigration juive. Donc voilà, Youssef, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, nous présenter cet événement, son importance et sa genèse? Bon, alors c'est revenir sur tout ce qui est le ferment, tout ce qui sont enfin, je vais parler des racines du mouvement d'indépendance palestinien. Et c'est effectivement une période cruciale qui se déroule pendant le mandat britannique. Alors cette révolte, on l'appelle la Grande Révolte arabe, à ne pas confondre avec la Grande Révolte arabe pendant la Première Guerre mondiale, qui est l'engagement des tribus arabes aux côtés des troupes britanniques contre l'armée ottomane. D'accord? En fait, il y a deux révoltes arabes, donc la révolte arabe du Hijaz, et là on parle de ce qu'on appellera la grande révolte arabe, et qu'il faudrait qualifier aujourd'hui de grande révolte palestinienne, mais ce serait un anachronisme par rapport à l'époque. Donc il s'agit bien de la grande révolte palestinienne qui va mettre en mouvement le peuple palestinien durant la période du mandat britannique. Et vous l'avez dit, donc c'est quelque chose c'est un mouvement révolutionnaire, donc c'est considéré souvent comme la première intifada palestinienne. Alors on pense souvent à l'intifada palestinienne de 87, mais enfin 87-88, mais en vérité, pour les Palestiniens, la première intifada, la première insurrection, en fait, c'est celle de 1936-39, 1936-1939, durant le mandat britannique. Alors, cette insurrection, évidemment, elle ne tombe pas elle n'éclate pas comme un orage dans un ciel d'été serein, etc. C'est que cette révolte palestinienne, qu'on peut même qualifier de véritable révolution nationale, comme tous les peuples qui ont mené des luttes d'indépendance nationale, il s'agit d'une véritable révolution nationale. Le moment où le peuple palestinien, prend conscience qu'il est désormais entre les mains du colonialisme britannique et sioniste, et qu'il ne pourra pas s'en sortir sans un sursaut, sans un effort, et qui malheureusement devra passer par l'usage des armes. Encore une fois, l'usage des armes pour les peuples colonisés n'est pas vraiment un choix serein. C'est quelque chose auquel on a recours, auquel on est contraint par cette situation terrible qu'on appelle le colonialisme. Alors le peuple palestinien, lorsque cette grande révolte éclate en 1936, on l'a dit, il est d'abord soumis non seulement à l'administration britannique, à l'occupation britannique, l'occupation militaire britannique. Concrètement, il y a l'armée britannique qui est en Palestine, qui depuis 1920, depuis la conférence de San Remo, les Britanniques, depuis cette conférence, se sont fait octroyer un mandat de type A sur la Palestine, c'est-à-dire que une sorte de domination légale, de système de domination légale, que les Britanniques se sont fait octroyer par la Société des Nations. Et selon ce mandat de type A,
eh bien, les Britanniques sont chargés, selon les termes du mandat, de faire parvenir à l'indépendance, à maturité en quelque sorte, parce que c'était une façon de voir les peuples anciennement de l'Empire ottoman comme étant des peuples mineurs, des peuples incapables de se gérer eux-mêmes, d'accord? Et donc du coup, eh bien, on leur imposait un mandat, mais ce mandat était destiné, en théorie, à les faire parvenir à l'indépendance dans un laps de temps précis. Donc dans un laps de temps précis. Ce laps de temps, c'était environ une vingtaine d'années au maximum. Donc les Britanniques, par ce mandat, devaient s'engager à faire parvenir à l'indépendance le peuple palestinien. Alors quand on dit le peuple palestinien, c'est une chose, mais ce que l'on ne dit pas, enfin ce qui est moins dit, c'est que ce peuple palestinien, avec en plus une arrivée continue d'immigrants juifs, mais qu'il faut qualifier en ce sens de sionistes, bien sûr, d'immigrants sionistes, et qui venaient donc renforcer la communauté juive de Palestine, d'accord? Et selon le terme de la déclaration Balfour, le but étant de créer un foyer national juif. Jusque-là, les Britanniques mentaient sur les intentions en disant qu'il n'était pas question de faire un État juif en Palestine, mais simplement un foyer national. C'est l'espèce de supercherie de la déclaration Balfour, une sorte de flot de flou artistique dans lequel on cachait les véritables intentions. Donc, ce peuple palestinien, on ne disait pas que, dans le même temps, eh ben, il devait subir toutes les affres de la colonisation. Alors, je m'explique. Le mandat britannique, je l'ai dit, est donc caractérisé par cette domination militaire britannique. On a l'armée britannique concrètement, et qui impose des lois britanniques, qui ne prend pas qui ne prennent pas en compte les revendications de la population palestinienne. Mais en plus, eh bien, cette administration britannique, elle permet l'arrivée illimitée de migrants. C'est la question de la terre qui est au fondement de tout cela. Les paysans palestiniens, se faisant déposséder de leurs moyens de subsistance, la terre, de deux manières. D'une manière directe, parce que leurs terres, qui auparavant faisaient partie de grands domaines seigneuriaux, eh bien, étaient cédées à des acheteurs sionistes qui s'employaient à les faire expulser de ces terres, au terme de contrats d'achat qui stipulaient que les terres devaient être vides d'habitants. Nous avions déjà vu cela. Mais d'une autre manière, c'est que l'achat de terres par les colons sionistes, eh bien, accroissait la rente foncière. C'est que cela, eh bien, accroissait les prix, avait un effet sur les prix d'achat des terres, mais aussi sur les prix de location des terres. Ce qui fait que les paysans palestiniens, eh bien, ne trouvaient plus de terres à louer, à acheter, et donc d'une certaine façon, cela participait à la paupérisation continue de la population palestinienne. Et la population palestinienne, qui est une population quand même rurale, comme tous les peuples de la région, rurale principalement, et que l'on privait donc de son moyen d'existence. Ces populations paysannes réellement chassées de leurs terres directement ou indirectement, eh bien, devenaient des populations extrêmement précaires. Certaines, eh bien, allaient finir dans les bidonvilles, dans les premiers bidonvilles qui se construisaient déjà, qui s'improvisaient près de la raffinerie de Haïfa, la raffinerie de pétrole de Haïfa. C'est là qu'on voyait donc des premiers bidonvilles apparaître. C'était des paysans qui avaient été chassés de leurs terres et qui se retrouvaient ainsi. Alors, cette révolte palestinienne... Donc elle débute le 19 avril 1936 à Jaffa, selon certaines données historiques. Et pour certains historiens, elle commence quelques jours avant par une attaque contre des taxis colons d'une organisation dont on peut être donné un mot, qui avait été créée par Izz Din al-Qassam, qui était mort l'année précédente. Donc cette attaque le 15 avril 1936 est considérée comme l'événement qui a qui a été le déclencheur de la grande révolte arabe ou palestinienne, quelques jours plus tard.
Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur... Alors oui, mais avant cela, il y a eu toute une série d'autres petites révoltes. Hein. Cette grande révolte, elle fait suite aussi à toute une série de révoltes, de mouvements populaires, d'affrontements avec les troupes britanniques. Et rappelons que les troupes britanniques à l'époque sont vraiment secondées, épaulées par les milices sionistes. Enfin, la principale milice sioniste, qui est la Haganah, qui au départ se prétendait garde des colonies, mais enfin qui va apparaître comme étant une milice supplétive de l'armée britannique, hein, et d'autres groupes, et en tout cas un groupe aussi important dont nous reparlerons, qui est l'Irgun. L'Irgun Zveïlemi, qui a été créé par Jabotinsky, qui était un des leaders sionistes, considérés comme extrémistes, mais en l'occurrence, on l'a dit, hein, ils sont tous extrémistes dans cette affaire. On voit pas du tout comment il pourrait y avoir un sionisme modéré, parce qu'ils veulent tous aboutir à la même chose, qui est de toute façon le remplacement des populations arabes. Mais toujours est-il que Jabotinsky, qui lui était un admirateur de Mussolini, hein, était un admirateur ouvert de Mussolini. Voilà. Donc, toujours est-il que les populations arabes se sont déjà soulevées avant cette année 36. Ils se soulevaient entre autres à l'occasion de l'expulsion de Palestiniens de leurs terres. L'expulsion de Palestiniens de leurs terres par la troupe britannique pour honorer les contrats d'achat de terres des sionistes donnait lieu à des affrontements armés avec des morts, hein, plus d'une fois. Il y avait aussi des émeutes urbaines régulièrement. Hein, donc on a ces émeutes urbaines qui avaient éclaté déjà à Jérusalem. En 1920, à Jérusalem, à la veille de la conférence de San Remo. À la veille de la conférence de San Remo. Une dizaine de morts, 250 blessés selon les données. Bon, je vous laisse poursuivre. Absolument. Absolument. Et donc, on a toute cette période est émaillée avant 36 de toute une série de soulèvements. Alors, des soulèvements populaires, des émeutes, des affrontements armés, des manifestations aussi pacifiques, des délégations de notables arabes, de délégations de femmes palestiniennes, parce que c'est intéressant, on le dit, mais à l'époque, on a déjà des manifestations de femmes palestiniennes, absolument, on pourrait dire que ce sont des premières féministes en quelque sorte. On a des manifestations, on a des photos qui nous montrent cela, qui nous montrent des femmes palestiniennes, aussi bien chrétiennes que musulmanes, hein, et qui vont protester auprès des autorités britanniques, hein, du sort qui est fait à leur peuple. Et qui témoigne du refus du peuple palestinien, hein, de l'avenir qu'on lui promet. C'est-à-dire plutôt que de satisfaire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme la logique l'aurait exigé, eh bien non, on savait très bien que les Palestiniens savaient très bien, hein, ce qui leur était réservé. Donc on a aussi des pétitions. C'était aussi la grande période des pétitions. Vous savez que les pétitions, c'est très ancien comme moyen de protestation. Hein. On a des pétitions, on a des manifestations, on a des écrits de journaux, des articles de journaux. On a déjà une presse palestinienne importante. On a des partis politiques palestiniens, faut le savoir. Alors, qui sont de différentes natures. Certains sont des partis qui évidemment veulent faire confiance aux Anglais et pensent que les Anglais finalement agissent peut-être pour le bien des populations arabes. Alors ils sont minoritaires, des partis qui représentent parfois aussi des féodaux, des groupes familiaux féodaux. Hein. On a donc toute une vie politique en Palestine. C'est très important de voir cela. C'était pas quelque chose de monolithique, c'était une vie politique extrêmement dense. Hein, avec des journalistes, avec des de différentes confessions, des journalistes chrétiens, musulmans, avec toute une vie, et c'est tout cela qui est gommé régulièrement, hein, qui est gommé par beaucoup, malheureusement nombre d'historiens, hein, occidentaux, hein, et on voudrait voir qu'une sorte de masse informe. Hein. Non, on a toute une vie politique. Les Palestiniens sont très au fait de ce qui se passe dans le reste du monde. Comment elle est structurée, cette vie politique? Est-ce qu'il y a des partis, des tendances? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a absolument des partis. Hein. Il y a des partis. Il y a le parti de la défense nationale. Il y a des partis. Il y a différents partis. Hein. Et certains sont liés à des clans familiaux, comme les Nachashibi, les Husseini. Il y a une opposition entre les deux. Évidemment, il y a des clans. On est dans des structures aussi traditionnelles. Hein. Oui. Mais on a aussi des partis. On a aussi des communistes. On a aussi toutes sortes d'opinion politique. Hein. Alors, peu de personnes savent, par exemple, que des communistes palestiniens iront, et je dis bien arabes, iront se battre en Espagne en 36. On a plusieurs exemples. Donc, pour vous dire, on a toute une activité politique dense,
Et c'est très important à dire. Alors la Palestine, on l'a dit, c'est d'abord un pays rural, mais il y a aussi des villes. Et il y a des villes, tout un chapelet de villes le long de la côte, et c'est important, avec la principale qui est Jaffa. Hein, Jaffa, comme en français, et on a Haïfa, et on a Akka, Acre, d'accord. On a aussi, bien sûr, Gaza, qui fait l'actualité actuellement, hein. Et toutes ces villes, eh bien, sont le lieu d'une activité commerçante, artisanale, et bien sûr, Jaffa, et la région de Jaffa, surtout pour les oranges, connue surtout pour ses oranges, hein, et ses exportations d'oranges. On l'avait peut-être déjà abordé, mais les oranges de Jaffa, qui sont réputées déjà dans le monde entier, n'oublions pas que les oranges, c'est un produit de luxe. Au 19e siècle, mais même encore au début du 20e siècle, pendant une grande période, même en Europe, l'orange, c'est un fruit qu'on offre à Noël. C'est un fruit de luxe, faut le savoir, hein. Et les oranges de Jaffa sont réputées. Et les oranges de Jaffa sont tellement réputées qu'on les exporte vers l'Europe, y compris vers l'Europe. Et je ne sais pas si les gens savent que les oranges américaines, des oranges de Floride, hein, une fameuse marque, eh bien les plants d'orangers viennent de Palestine. Les plants d'orangers des oranges de Floride viennent de Palestine. Hein. Voilà. Alors c'est important pour situer un petit peu le contexte. D'accord. En gros, en 36, que se passe-t-il ? Contestation. Voilà. Oui, mais on a une population qui est complètement excédée, qui a tout essayé, qui ne fait plus confiance aux élites claniques traditionnelles, hein, qui prenaient la modération, qui prenaient l'entente avec les Anglais, etc. Hein. Mais malgré tout, on a quand même deux secteurs, et ça, il est important de comprendre cela, on l'avait déjà dit, on a deux secteurs économiques bien distincts, le secteur économique arabe et le secteur économique juif. Les Arabes, par ailleurs, refusent de coopérer avec les Britanniques au niveau des institutions, au niveau de l'exécutif. Le secteur sioniste, lui, collabore parce qu'évidemment, il y a tout intérêt. Et il est là pour gagner des choses, hein, alors que les Arabes sont là pour perdre des choses. C'est pour ça que l'approche ne peut pas être identique. Et donc, c'est important. On a ces deux secteurs économiques bien distincts. Hein, et le secteur économique arabe est un secteur économique, bien sûr, principalement agricole. Hein, marqué par une grande importance du secteur agricole, mais aussi artisanal. On a les savonneries de Palestine qui sont célèbres. Hein. Le savon d'huile d'olive de Palestine sont réputés. D'ailleurs, dans toute la région, on a des savonneries, hein, en Syrie aussi également, au Liban, et en Palestine également. Donc, on a quand même tout un artisanat. On n'a pas encore d'industrie. On a une proto-industrie, on va dire, de grands ateliers. Alors que le secteur économique sioniste, dit juif, lui bénéficie évidemment de tout un apport occidental. On a des ateliers, on a des machines-outils. D'ailleurs, on en redira un mot, mais des machines-outils qui viennent d'Allemagne. On verra par quelle circonstance cette proto-industrie, hein, a pu se doter de machines-outils allemandes. Hein. Et donc du coup, on a quand même un secteur économique qui est soutenu par l'Occident et qui est donc beaucoup plus important, avec un secteur économique aussi financier. Hein, avec un petit. C'est la première forme de domination en Palestine, la domination économique, avant la domination politique qui ira grandissante jusqu'à la déclaration, l'auto-proclamation ou déclaration d'indépendance. Est-ce que vous diriez que ça a commencé, cette domination a commencé réellement économiquement? Ça a été la première forme de domination? Non, la première domination, c'est vraiment la terre. Hein. C'est la terre, c'est l'occupation, c'est les colonies, ce qu'on appellera les kibboutz et autres. Hein. Et progressivement, un secteur économique va se développer. Mais c'est d'abord la terre, hein. Ça c'est un fait. Mais ensuite, il va se développer assez rapidement. On va dire que c'est en parallèle. Hein, puisque des structures économiques. Mais disons que tant que la terre n'est pas possédée, ce secteur économique n'a pas d'assise. Hein. Donc ce secteur économique sioniste a besoin d'une assise territoriale pour pouvoir prospérer. Hein. Alors c'est vrai qu'il va se développer, secteur économique, financier et autres, il va se développer, mais c'est d'abord à partir de l'assise, la conquête de la terre. D'accord. Donc 1936 Alors 36, c'est dans ce contexte qu'éclate la révolte de 1936. Alors cette révolte, elle va être double. Elle va d'abord concerner les villes,
pourrait dire, hein, et très rapidement, elle va s'étendre aux campagnes. Alors, dans les villes, elle va prendre la forme d'attaques, de manifestations de plus en plus violentes contre les troupes britanniques. Elle va aussi prendre la forme de grève, d'une grève générale, d'une très longue grève générale, qui va affecter tout le secteur économique palestinien, qu'on appelle arabe à l'époque. Hein, le secteur économique, comment une longue grève générale. Alors, on dit que le secteur économique juif va bénéficier de cette paralysie du secteur économique arabe, du coup, hein, qui entraîne la grève générale. Hein, mais c'est important. Donc, d'abord dans les villes, et ensuite, cette grève générale va se prolonger par une guérilla dans les campagnes. Elle a d'abord comme revendication principale l'arrêt de l'immigration sioniste. Alors, on est toujours un petit peu gêné pour dire l'arrêt de l'immigration juive. C'est une immigration sioniste. Je veux dire, elle a un but politique. C'est pour ça qu'il est important de les qualifier de sionistes. Hein. C'est pas simplement, ça n'est pas qu'une, ça n'est pas une nuance secondaire, parce que souvent on présente la Palestine comme ayant été uniquement un lieu de refuge pour les Juifs. En vérité, il y a eu d'autres lieux de refuge pour les Juifs, mais que les sionistes refusaient, voulant imposer comme seul lieu de refuge, entre guillemets, parce qu'on est quand même en pleine montée du nazisme, la Palestine. Il est important de faire cette distinction. Non, et d'ailleurs les Britanniques eux-mêmes proposaient d'autres lieux de refuge aux réfugiés juifs d'Europe qui fuyaient le nazisme à l'époque. Ils proposaient effectivement des pays d'Afrique, le Kenya entre autres, mais sur lesquels les sionistes n'avaient aucune vue. Évidemment. Hein. Alors, il est très important de le dire. Donc, il s'agit d'une immigration sioniste qui arrive en Palestine. Et donc, ces instances politiques palestiniennes, eh bien, les instances politiques palestiniennes qui dirigent ce grand mouvement ont comme principale revendication l'arrêt de l'immigration sioniste, donc illimitée, l'arrêt des ventes de terre également, parce que la question de la terre est importante. Alors, avant de poursuivre sur justement ce haut comité arabe. Alors, il a se constitué en avril, oui. Voilà, peut-être quand même un mot sur une figure qui a quand même compté dans l'histoire de la révolution palestinienne, hein, si je puis dire les choses comme ça, qui est celle de Izzin al-Qassam, qui a donné le nom d'un groupe et d'un mouvement qui rentrera en résistance contre l'occupation britannique. Voilà, peut-être un mot sur son fondateur, donc Izzin al-Qassam, syrien, né le 19 novembre 1882, mort le 20 novembre 1935, et qui s'était déjà illustré contre l'occupation française en Syrie, qui sera condamné à mort et qui viendra en Palestine, qui se réfugiera en Palestine et qui organisera justement ce premier groupe. Peut-être quelques mots sur cette figure. Absolument. Donc Izzin al-Qassam, dont le nom aujourd'hui est celui du brigade al-Qassam de l'organisation palestinienne Hamas. Hein. C'est pas un hasard si l'organisation Hamas a pris ce nom de brigade al-Qassam, parce que c'est la première grande figure. Alors certains disent islamiste, moi je dirais nationaliste, parce que l'islamisme palestinien est un islamisme nationaliste, enfin nationaliste au niveau de l'indépendance nationale, de la recherche de l'indépendance nationale. Hein. Donc il est important de comprendre cela. C'est un islamo-nationalisme. Alors on pourrait dire un islamo-nationaliste, absolument, hein, et où le nationalisme prend aussi une connotation religieuse. Mais d'ailleurs, dans tous les mouvements de libération du monde arabe, je tiens à le signaler, la religion est présente. Il n'y a pas que la religion, hein, mais très souvent, hein, eh bien, la religion est très importante, est très présente, et c'est un appel au djihad, ce qu'on appelle le djihad. Hein. Le djihad peut être proclamé, alors selon le dogme religieux, hein, lorsqu'il y a une situation d'oppression. On ne lance pas un djihad comme cela, hein, et donc c'est pour ça que on peut dire que ces mouvements qualifiés de religieux, hein, sont malgré tout des mouvements nationalistes. Ils ont comme but non pas d'imposer l'islam quelque part, hein, l'islam est déjà là, ils ont pour but de libérer une population opprimée. C'est très important de comprendre cela. Hein. Donc cet appel au djihad, c'est un mouvement de libération. Alors, Izzin al-Qassam, qui effectivement, vous l'avez dit, est syrien. Il a fait ses études à l'université Al-Azhar en Égypte. Voilà, on le dit, nourri de l'islam réformisme de cette époque, hein, en Égypte. Il y a un vrai bouillonnement. Oui, il y a eu la Nahda, il y a eu ce grand mouvement de réforme qu'on appelle la Nahda,
Et il s'oppose d'ailleurs à l'islam institutionnel, voilà, des mouftis et des ulamas à cette époque-là. Et donc, il est condamné à mort par un tribunal français au moment de l'occupation française de la Syrie. Il passe clandestinement en Palestine. Oui, oui, parce que les Français ont obtenu un mandat sur la Syrie, tout comme les Britanniques avaient obtenu un mandat sur la Palestine, à la conférence de San Remo. Donc, du coup, eh bien, le mandat britannique en français, le mandat britannique français en Syrie est aussi exercé d'une main de fer. La France impose réellement son diktat, ses lois, et progressivement considère en fait la Syrie comme une colonie française. Je le rappelle, cela en contradiction totale avec même les termes du mandat. Donc évidemment, cela suscite une révolte en Syrie. Cette révolte prendra différentes formes, mais aussi une révolte une forme armée, notamment dans ce qu'on appelle alors en Syrie et au Liban, parce qu'il y a aussi le Liban. La France créera le Liban à partir de la Syrie, arrachera une partie de la Syrie et créera le Liban. D'ailleurs, la France va créer plusieurs États en Syrie, faut le savoir, des États artificiels. Qui ne dureront pas, mais il faut le savoir, la Syrie va être découpée en rondelles comme ça par le colonialisme français. Hazine El-Qassam s'oppose à cela, évidemment. Alors, il est originaire de la région de Latakia, c'est ça, sur la côte syrienne, et donc il participe à un mouvement armé, évidemment. Dès 1931, dès avril 31, une série d'attaques contre des habitations de colons à Haïfa. Alors oui, non, mais je disais un mouvement armé en Syrie, et ensuite, comme sa tête est mise à prix, il passe en Palestine, où il arrive, alors en même temps, c'est un homme de religion. C'est un homme de religion, donc il est auréolé d'abord de son histoire de combat en Syrie, qui est connue, on connaît Hazine El-Qassam, on sait que c'est un grand résistant, et en même temps, c'est un homme de religion qui impose le respect, par son comportement aussi. C'est un homme de religion et aussi un lettré. C'est un intellectuel, Hazine El-Qassam, Voilà, ça c'est important de le préciser. Et il va commencer à exercer son action, pas uniquement d'ailleurs politique ou militaire, mais aussi au plan social. Et il va commencer à agir auprès des populations déshéritées, ces paysans déshérités dont nous avons parlé, et qui se retrouvent dans ces bidonvilles vraiment de la région de Haïfa, près de la raffinerie, qui concrètement construisent des bidonvilles avec les bidons d'essence, les bidons d'huile de la raffinerie. Donc il va commencer à faire du travail social auprès de ces paysans, il va faire de l'alphabétisation, il va alphabétiser, c'est aussi un instituteur, et du coup il va gagner beaucoup de respect. Il va gagner un grand respect. En même temps, on a recours à lui pour régler des différends entre populations. Donc, vous voyez, c'est une personnalité extrêmement attachante, et qui n'est pas uniquement un homme de guerre, un militaire, etc., qui est vraiment doté de beaucoup de qualités humaines, ce Hazine El-Qassam. Il a une idée, Hazine El-Qassam. Il est convaincu qu'avec le colonialisme britannique, il faut agir comme avec le colonialisme français. Ça veut dire que ce colonialisme n'entend pas raison, il a déjà l'expérience, parce que ce sont des gens qui, au départ, pensaient réellement que ces puissances allaient entendre leur doléance. Ils ne réclament qu'une chose, la population, la liberté, tout simplement. C'est le même sentiment qui existe en Europe, mais qu'on refuse d'accorder à ces populations des pays du Sud, qui est évidemment dans une conception, dans une vision hiérarchique de l'humanité, bien évidemment. Mais que demandent les Syriens, que demandent les Palestiniens? Une seule chose, la liberté, c'est tout. Et bien sûr le droit de s'auto-diriger, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on leur refuse. Alors, Hazine El-Qassam a un objectif, c'est d'abord ce qu'on appelle la préparation au djihad. Le djihad, ça ne se lance pas comme cela, un beau matin, on se réveille. Il y a toute une préparation. D'ailleurs, c'est une préparation que connaissent tous les chefs de guérilla, qu'ont connu tous les mouvements de résistance, y compris en France, sous l'occupation. Avant de lancer un mouvement de résistance, eh bien, d'abord, on se dote des moyens de lutte. Donc, il a comme idée d'abord de se procurer des armes, aussi une préparation idéologique, parce qu'il faut convaincre les gens. Les gens ne s'engagent pas dans une guerre comme ça où il y aura beaucoup de morts à la légère. Il faut les convaincre de l'importance. Il faut les convaincre que le but en vaut la chandelle en quelque sorte. Parce les galvaniser. Les galvaniser. Il va y avoir des morts. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait écho avec ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Il va y avoir des morts, donc il faut les convaincre de cette nécessité du djihad. Que la liberté a un prix. La liberté a un prix,
tout simplement la liberté. Et un coût. Et un coût. Et c'est un coût matériel, mais c'est surtout un coût humain. Hein, c'est surtout un coût humain. Et il faut convaincre les populations de cela. Parce que c'est une chose de se révolter, c'en est une autre de se lancer dans une révolution c'est-à-dire, comme dit, pour paraphraser Mao Tse-tung, une lutte populaire de longue durée. C'est une lutte populaire de longue durée. Hein, il faut avoir le souffle long lorsqu'on est un peuple opprimé, dominé, et qu'on veut se libérer. Il faut avoir le souffle long. Parce que en face, les impérialistes, les colonialistes, ils ont vraiment des moyens. Ils ont vraiment des moyens. Donc il enrôle, donc il crée il met en place les ferments d'une organisation qu'on appellera le groupe Al-Qassam. Voilà. Absolument. Donc donc l'objectif est d'abord de se procurer des armes. Deuxièmement, de la préparation idéologique, on pourrait dire, hein, convaincre les gens de la nécessité de cette lutte. Troisièmement, la préparation militaire. L'entraînement militaire, parce que on va devoir combattre, il faut des armes, mais il faut aussi savoir se servir de ces armes et adopter des tactiques. Alors c'est des tactiques de guérilla qui à l'époque ont déjà été mises en application dans d'autres parties du monde arabo-musulman, au Maroc, mais aussi en Algérie, précédemment, le siècle précédent à l'époque de l'émir Abdelkader, bien évidemment. Ensuite au Maroc, on a eu la grande révolte du Rif, avec Abdelkrim, ce qu'on a appelé la révolte d'Abdelkrim, hein, où Abdelkrim a initié des méthodes de guérilla extrêmement novatrices, hein, qui d'ailleurs par la suite feront l'admiration de Che Guevara lui-même, hein, on le sait. Hein. Donc Hasni Al-Qassam, c'est quelqu'un qui se renseigne, qui a entendu parler de toutes ces révoltes dans le monde arabe. On a aussi la révolte en Libye, hein, contre les Italiens, dirigée par Amal Mortal, surnommé le lion du désert. Hein, il y a un excellent film qui avait été fait là-dessus. Et donc, c'est fort de tout cela et nourri de différentes expériences que Hasni Al-Qassam va lancer son djihad. Qui le fournit en armes et qui le forme justement. Alors, vous parliez de son expérience en Syrie, mais voilà, comment organise-t-il ses camps d'entraînement et qui l'aide à former justement les miliciens ou les membres de son organisation? Alors là, il n'y a pas de mystère. Il y a on est après la Première Guerre mondiale et il y a des gens qui ont combattu au sein des troupes ottomanes. Il y a des gens aussi qui ont participé à la révolte arabe. Donc on a quand même des vétérans. Hein, Alors pour les armes, c'est toujours un peu compliqué. Alors on essaie de récupérer des armes de la Première Guerre mondiale. Hein. Il ne s'agit pas d'armes de dernier modèle, hein, de dernier cri, on est bien d'accord. On fait avec ce qu'on trouve. Mais sur les champs de bataille du Moyen-Orient, il est toujours possible de récupérer de ci, de là, des armes. Aussi du côté de l'Égypte. Alors l'Égypte, certes, est loin du théâtre d'opération, enfin de quand elle était en Syrie, mais on s'en rapproche lorsqu'on est en Palestine, d'accord. Et donc on a donc des vétérans de la Première Guerre mondiale, de la révolte arabe. On a de ci de là peut-être des restes d'armes de cette Première Guerre mondiale. Il y a aussi de l'achat d'armes. Hein. Ils achètent des armes. Alors bien sûr, on achète peut-être le marché noir. Bien sûr. De l'armement dans la région, quoi. Bien sûr, et on se procure. Vous savez, quand il y a une nécessité, on arrive toujours à se procurer des armes. Vous voyez, aujourd'hui, pour faire un petit parallèle avec aujourd'hui en Cisjordanie, par exemple, on sait que les groupes de résistants palestiniens actuellement en Cisjordanie se procurent des armes, y compris auprès de groupes mafieux israéliens. Hein, qui vendent des armes, et même du trafic d'armes, même des armes qui viennent parfois de l'armée israélienne elle-même. Hein. On a des gens qui, même au sein de l'armée israélienne, vendent des armes. Hein. Dès l'instant où il y a un besoin, on arrive toujours à trouver des filières. Alors, Hasni Al-Qassam va finalement réaliser un certain nombre de petites opérations. Enfin, ces hommes vont réaliser un certain nombre de petites opérations, mais c'est pas encore le grand lancement, on va dire. Hein, c'est pas encore le grand lancement, de son djihad. Et donc, des opérations sont menées, et dans le même temps, il interpelle les dignitaires arabes de Palestine. Hein, et il les enjoint de rejoindre, d'appeler au djihad, de déclarer le djihad. Dont un certain Moufti Amin Al-Husseini, dont nous aurons l'occasion de dire certaines choses Amin Al-Husseini, qui lui répondra donc. Alors Amin Al-Husseini qui lui répondra, en gros,
faisons confiance à nos amis britanniques. Hein, et il dit, moi, j'agis pacifiquement. Voilà, il dit, moi, je recherche une solution pacifique. Moi, je recherche sourire tout à fait. nos auditeurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette personne. Et donc, du coup, alors les autorités arabes palestiniennes ne répondent pas à son appel au djihad. Hein. On est dans une période où il y a un décalage, c'est important de le dire, entre les représentants palestiniens officiels et la population. On peut dire que la population est vraiment en phase avec en fait ce besoin de réaction, et ce besoin avec cette révolution que promet Hassan al-Qassam. Elle est vraiment en phase. Par contre, les autorités claniques, féodales, palestiniennes traditionnelles, pas du tout. Elles, en grande partie, elles collaborent. Elles collaborent avec les Britanniques. Hein, elles collaborent avec les Britanniques. Et donc, cette révolution palestinienne, elle va être autant contre les Britanniques, contre le mouvement sioniste, totalement allié des Britanniques, mais aussi contre les élites claniques et féodales traditionnelles palestiniennes. Ça, il est important de comprendre cela. Hein. On pourrait dire que c'est une triple révolution. Très bien. Et donc, Hassan al-Qassam meurt le 20 novembre. Oui. Le 20 novembre 1935. Voilà. Alors, Hassan al-Qassam, in fine, et devant le silence et le refus de participation de ces élites, et notamment d'Amin al-Husseini, avec lequel il polémique. Hein, ce sont des hommes de religion tous deux. Alors, Amin al-Husseini qui s'est fait nommer grand moufti de Jérusalem, j'ajoute que la charge n'a jamais existé, qu'elle a été inventée totalement par les Britanniques, il pouvait être moufti, mais grand moufti, comment ça n'existait pas. Mais bon, en tout cas, donc c'est un homme de religion qui a une grande importance. La famille de Husseini, ce clan de Husseini est un clan très important. Il polémique avec lui, mais évidemment le grand moufti de Jérusalem l'a éconduit. Hein, pas question d'avoir recours aux armes. Faisons confiance à nos amis britanniques, dit-il. Donc de guerre lasse, Hassan al-Qassam va lancer son djihad. Hein, et le 20 novembre, le 20 novembre, il lance son djihad, il se trouve à la tête d'une petite troupe. Oui, environ 200 hommes. Ils seront assiégés par 600 soldats britanniques dans les forêts de Jénine. Ouais, dans les forêts et des grottes aussi d'ailleurs, dans la région de Jénine. Donc ça se passe au nord de la Cisjordanie, de ce qu'on appelle la Cisjordanie actuelle. Hein, et donc Jénine va être une grande région d'activité. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui à quel point Jénine est aussi un des épicentres de la résistance palestinienne. Jénine et Naplouse. Naplouse, hein, surnommée la montagne de feu. Hein, mais on aura l'occasion peut-être de revenir dessus. Hein. Et donc, c'est dans cette région qu'effectivement, eh bien, va vouloir s'exercer la guérilla de Hassan al-Qassam. Alors, pour que les gens se représentent, il s'agit d'une guérilla à cheval. Hein, les combattants sont à cheval, ils sont pas à pied. Hein. Évidemment, il faut pouvoir se mouvoir rapidement face aux Britanniques qui disposent évidemment de véhicules modernes. Hein. Et donc, on est à cheval, c'est une guérilla. On a le drapeau palestinien. Hein. Et je le dis souvent, cette photo qui est assez touchante, où l'on voit des guérilleros palestiniens à cheval avec le drapeau palestinien, avec le croissant et la croix sur le drapeau, hein, parce qu'il y a des chrétiens parmi les Palestiniens. Et je dis bien également des paysans chrétiens palestiniens. C'est important. Est-ce que ça fait de lui le père de la révolution palestinienne au sens qu'il a monté un groupe, organisé un groupe, entraîné un groupe, même s'il y avait, comme vous l'avez expliqué, des révoltes sporadiques, des mouvements, des manifestations qui pouvaient se terminer par des échanges de violence contre les Britanniques. Est-ce qu'on peut considérer que Hassan al-Qassam est le père de la révolution palestinienne? Assurément. C'est un leader politique, c'est un leader révolutionnaire. Hein. Il a une pensée. Alors bon, évidemment, c'est pas un théoricien au sens habituel du terme, mais c'est un leader révolutionnaire incontestable, qui est reconnu comme tel par la population palestinienne, qui le voit vraiment comme son premier leader révolutionnaire, d'accord. Et beaucoup sont prêts à suivre son exemple. Hein. Alors son exemple, il va le donner. Ça va être un exemple malheureusement ultime, hein, puisque c'est donc à cette première grande opération avec ses hommes qu'il va succomber. Donc lui et ses hommes, environ 200, sont encerclés par les troupes britanniques, hein, dans la région. Les Britanniques, ils disposent de moyens très importants. Rappelons-le, hein, ils ont quand même de l'aviation aussi. Hein. Ils ont quand même de l'aviation, donc on peut repérer les groupes. Hein, mais Hassan al-Qassam
et ces hommes vont refuser de se rendre, ils sont encerclés, vont refuser de se rendre et vont tomber martyrs. Hein, c'est ainsi. Et ils vont tomber martyrs. Ils auraient pu négocier leur édition. Voilà, exactement, auprès des Britanniques. Ils auraient pu négocier un sort plus ou moins acceptable, la prison et autres. Non, ils refusent parce qu'ils pensent que son martyr donnera, de son martyr naîtront des vocations de révolutionnaires, hein, que son martyr aura un effet d'exemplarité. Tout à fait. Donner un exemple au peuple, comme il l'a lui-même déclaré. Et donc revenons à 1936, avril 1936. Vous avez déjà expliqué, présenté les ferments de cette révolte arabe qui débute officiellement le 19 avril 1936, suivi d'une grève générale. Et donc le 25 avril 1936, des leaders arabes décident de créer un haut comité arabe qui sera présidé par le Moufti de Jérusalem, donc Mohamed Amin al-Husseini, et ce comité, vous l'aviez dit, appelle à poursuivre la grève générale jusqu'à ce que les Britanniques acceptent les revendications du mouvement national, pan-arabe, mais aussi l'arrêt de l'immigration sioniste, l'interdiction de l'achat de terres par les sionistes, et la formation d'un gouvernement national qui serait responsable devant un parlement. Voilà, peut-être. Alors, est-ce que ce haut comité arabe est une étape importante dans l'histoire nationale, l'organisation politique palestinienne? Oui, tout à fait. C'est même fondamental. C'est la première structure qui corresponde vraiment aux desiderata du peuple palestinien. Hein. C'est-à-dire ce haut comité arabe dans lequel on trouve aussi bien des musulmans que des chrétiens, et puis d'autres. Nous, on a l'habitude de parler uniquement des musulmans et chrétiens, mais il y a d'autres minorités dans ce haut comité arabe et d'autres segments représentatifs du peuple palestinien. Et donc, du coup, ce haut comité arabe, présidé par Amin al-Husseini, eh bien, effectivement, met en avant la revendication principale commandée Palestiniens, tout simplement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, et donc la réalisation d'un État palestinien indépendant. Alors, c'est important parce que jusque-là, les Palestiniens se voyaient comme au début du mandat, ils se voyaient comme des Syriens du Sud. Alors au début, c'est vrai que toutes les populations, qu'elles soient de Syrie, qu'elles soient du Liban, qu'elles soient de la Palestine, et même de Jordanie, parce qu'on verra aussi que l'émirat de Transjordanie qui a été créé par les Anglais, hein, tous ces gens-là se voyaient comme des Syriens, hein, comme habitants de la Grande Syrie. Mais cette Grande Syrie qui a été complètement morcelée par les impérialistes, hein. Donc désormais, on voit bien que les Palestiniens agissent dans ce territoire dont les frontières ont été délimitées par le mandat. Parce que souvent on nous dit arabe, oui bien sûr, mais les Palestiniens maintenant, il y a une conscience nationale palestinienne qui émerge, une véritable conscience nationale palestinienne qui émerge, qui a émergé tout au long de ce mandat britannique, hein, et il en est ainsi d'ailleurs de beaucoup de colonies. Hein. Ce sont souvent les frontières de la colonisation qui déterminent ensuite les frontières du futur État indépendant. Ne nous l'aurons pas, dans le cas de l'Afrique c'est le cas, hein, ce qu'on appelle les frontières issues de la colonisation. Donc du coup, eh bien, en Palestine, ce haut comité arabe, eh bien, il met en avant les revendications principales palestiniennes, l'indépendance de ce territoire, plus ou moins comme en mandataire, hein, donc d'où l'émirat de Transjordanie a été détaché. Alors les Britanniques décident de créer une commission qui sera la commission Peel, dont l'objectif est de trouver une solution à l'avenir de la Palestine. Cette commission va proposer déjà à l'époque la création de deux États, un État arabe et un État juif. Les Palestiniens refuseront, les populations arabes de Palestine refuseront cette proposition, et cela débouchera sur une conférence de Bloudan en Syrie, en septembre 1937, qui est une étape importante dans la constitution du mouvement, dans la réponse du mouvement pan-arabe de l'époque, par rapport justement à cette proposition britannique, qui sera acceptée évidemment par les leaders sionistes de l'époque, Weizmann et Ben Gourion, qui accepteront cette proposition, et qui sera refusée dès le départ par les leaders palestiniens de cette époque. Peut-être un mot là-dessus. Oui. Alors, d'une part, juste un mot sur la façon dont se passe cette lutte révolutionnaire. Donc, on l'a dit, c'est une lutte révolutionnaire qui se passe principalement dans les campagnes, mais pas uniquement. Et la répression britannique est terrible.
On a donc des guérillas, des partisans, des guérilleros qui à cheval attaquent les garnisons britanniques, attaquent aussi les colonies sionistes, hein, les kibbutz, qui sont des. Il faut comprendre que les kibbutz sont comme les forts dans l'Ouest américain. Hein. Ce sont des camps fortifiés, armés par les Anglais. On a un officier britannique, Wingate, Ord Wingate, qui jouera un grand rôle dans l'entraînement des milices sionistes, parce que les milices sionistes, je l'ai dit, notamment la Haganah, qui sera l'embryon de l'armée israélienne d'aujourd'hui, hein, eh bien, ces milices sionistes sont entraînées par les Britanniques, elles ont des armes britanniques, d'accord, et Ord Wingate est un des officiers britanniques, qui était d'ailleurs, disons-le, qui se caractérisait par un racisme anti-arabe absolument extravagant, hors norme, hein, c'est quelqu'un qui mourra pendant la Seconde Guerre mondiale dans des combats, en Birmanie, je crois, hein, mais qui à cette époque est celui qui va entraîner. D'ailleurs, on dit que tout officier supérieur israélien a eu comme instructeur Wingate. Hein. C'était quelqu'un qui était vraiment réputé pour sa sauvagerie à l'encontre des populations palestiniennes, qui a organisé notamment des sections spéciales qu'on appelait les Special Night Squad, quelque chose comme ça, les escadrons spéciaux de la nuit, et qui attaquaient les villages palestiniens la nuit, qui dynamitaient les maisons sur les gens. Ça, hein, Special Night Squad. Ouais, Special Night Squad, et qui dynamisaient les maisons sur la tête de ses habitants, de leurs habitants, mais vraiment. 220 à 240 bâtiments ont été détruits le 16 juin 1936, ce qui a mis à peu près 6000 Arabes palestiniens à la rue à cette époque-là. Et d'ailleurs, on voit bien où l'armée israélienne d'aujourd'hui à Gaza prend ces exemples et prend ces modèles d'action, hein, directement dans la sauvagerie du colonialisme britannique, hein, de cette époque. C'est exactement les mêmes méthodes, hein, et de façon encore plus sauvage, mais je crois, oui, c'est bien plus sauvage même ce qui se passe actuellement à Gaza. Et donc du coup, eh bien, cette lutte, elle est terrible. Elle est terrible. Donc, on a ces guérilleros qui ont peu d'armes, mais qui font preuve d'un courage immense, hein. Et la répression, elle va aussi prendre la forme de répression collective. Par exemple, l'artillerie de marine britannique bombarde carrément des villages côtiers, hein, depuis la mer, depuis les airs. 25 000 hommes vont être, 2 divisions britanniques vont être dépêchées, hein, en 1938, puisque là on arrive vers 1938, avec une augmentation des conflits armés, hein, entre Palestiniens et forces de l'ordre ou forces militaires palestiniennes, britanniques, pardon. Donc 25 000 hommes. Hein, absolument, c'est pas rien. Alors on fait venir des divisions blindées d'Irlande, parce qu'à l'époque on a évidemment les Britanniques sont aussi en Irlande, hein, où ils mènent une guerre coloniale contre le peuple irlandais, hein, et donc on est même obligé à un moment de faire venir notamment des divisions blindées, pour l'époque, ce sont des automitrailleuses, hein, et des automitrailleuses semi-blindées, hein, que l'on fait venir d'Irlande pour mater la révolte arabe, et l'artillerie de marine. Alors on a des photos de ces villages, et même de Jaffa, hein, de quartiers entiers qui vont être bombardés par l'artillerie de marine britannique, hein, de ces avions anglais qui lâchent des bombes sur les villages. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, toute cette répression. Alors il va y avoir alors des villages sont rasés, hein, en 1938. Quelques mois avant, en septembre 1937, dans le cadre de ces révoltes arabes et de ces conflits armés, le commissaire du district de Galilée, hein, Lewis Andrews, meurt, et la réponse britannique aboutit à la déportation du Haut Comité arabe aux Seychelles. Voilà, c'est la réponse britannique à cette... Absolument. Alors la répression d'une façon générale est terrible, on l'a dit. Alors il y a un nombre de morts très élevé pour la population palestinienne de l'époque. C'est quelque chose comme 6000 morts environ, hein. C'est pas rien. 6000 morts avec de très nombreux blessés, des milliers de blessés, hein, de nombreux prisonniers, des milliers de prisonniers, des exécutions. Les cours martiales tournent à plein. Je crois qu'il y a eu au moins 140 Palestiniens ont été exécutés par les Britanniques. C'est ça, 140 à 150 Palestiniens vont être exécutés. On est pendu à l'époque, hein, par les Britanniques. Et puis le Haut Comité arabe va être évidemment démantelé, et tous ses membres vont être déportés aux îles Seychelles, où ils resteront jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors les sources arabes citent 5032 de Palestine qui ont été tués, hein. Voilà. Dont 3800 tués par les Britanniques.
3800 tués par les Britanniques. Seulement par les Britanniques. Oui, absolument. Et le reste tué par les milices sionistes. Alors, à cette époque, les milices sionistes font usage de terrorisme, évidemment. Hein. On dynamite, comme on envoie dans les marchés arabes, par exemple, hein, des couffins avec de l'explosif dedans. Hein. On provoque des bombes, on met des bombes dans les marchés arabes, hein, des voitures piégées. Alors, les premières voitures piégées vont être inventées par, à ce qu'il semble, par l'Irgun, ce groupe terroriste qu'on appelle l'Irgun, hein, et qui va utiliser des voitures piégées contre les Arabes, notamment à Jaffa. Donc, on le voit, il y a une adversité qui est terrible. Les Palestiniens doivent faire face, et pendant le même temps, ils doivent aussi nourrir les populations parce que les Palestiniens n'ont pas de ressources illimitées. Il n'y a pas de pays qui aide les Palestiniens à l'époque. Hein, les Britanniques, c'est un empire très vaste, etc., qui a de nombreux moyens. Donc, dans le même temps, on doit essayer de nourrir les populations, on doit secourir les blessés. Alors, on a des systèmes de solidarité extraordinaires, on a des quêtes dans les rues. Les gens font des quêtes pour les blessés, pour soigner les blessés, pour soigner les paysans qui ont tout perdu à cause des combats, à cause de la répression britannique. On a toute une solidarité extraordinaire palestinienne qui déjà à l'époque se développe. Et tout cela, évidemment, sur fond d'activité politique. Alors, à chaque fois que des poussées de mécontentement palestinien avaient lieu, eh bien, les Britanniques répondaient par ce qu'on appelle des livres blancs. Hein, des livres blancs qui sont des sortes de mémorandums destinés à préciser les buts de la politique britannique. Un point important, c'est que dans les formes de lutte et dans les aspects que prend cette lutte révolutionnaire palestinienne, c'est qu'elle cible non seulement, on l'a dit, les Britanniques, les sionistes, mais elle cible aussi les collaborateurs arabes. Et tous ces collaborateurs arabes qui sont pour certains au sein de la police britannique, puisque la police britannique recrute aussi, bien sûr, il y a un secteur arabe, et donc au niveau de la police, il y a des policiers arabes hein, qui sont au service de l'administration britannique. Ils sont pris pour cible, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de rejoindre la guérilla. Un certain nombre l'ont fait, mais ceux qui ne rejoignent pas la guérilla, hein, qui ne rejoignent pas le camp patriotique, sont pris comme cible par les révolutionnaires. On a aussi les vendeurs de terre. Ceux qui malgré tout, donc souvent des grands propriétaires, hein, ceux qui malgré tout continuent à vendre des terres aux sionistes. Hein. Et ça, effectivement, c'est puni de mort. Hein. La question de la terre est quelque chose d'absolument fondamental pour les Palestiniens. On le comprend bien. Hein. Et donc, ces gens-là sont aussi pris comme cible et sont abattus par les révolutionnaires palestiniens. Et on a aussi des opérations palestiniennes contre, bien sûr, tout ce qui peut ressembler à des formes de collaboration. Et notamment des traîtres. On a des traîtres, on a des indicateurs de police, évidemment, tout cela. Tout cela fait partie de la lutte révolutionnaire palestinienne. Alors, on pourrait penser, au vu de la répression, que cette lutte, le bilan de cette lutte, on pourrait penser, au vu de tout ce qu'on a dit, que cette lutte est une lutte vouée à l'échec, d'autant que les régimes, ou en tout cas les politiques arabes de la région, ne se pressent pas pour soutenir cette révolte palestinienne, on l'a dit. Hein. Ils ne se bousculent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour soutenir la révolte palestinienne. Alors évidemment, on ne peut pas attendre des populations, enfin des dirigeants qui sont sous mandat, qui sont sous colonisation, d'intervenir, mais on a l'Égypte à côté, hein. On a éventuellement d'autres États. Et c'est vrai que cette conférence de Bouldan, qui se passe en 1937, elle n'aboutit pas à grand-chose. C'était une conférence qui était destinée à soutenir le peuple palestinien, à une conférence de dirigeants arabes. Mais en fait, cette conférence de Bouldan, on pourrait dire qu'elle est à l'image des conférences de la Ligue arabe d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de parlotte, excusez-moi l'expression, hein, et très peu d'actes concrets. Alors, toujours est-il que on pourrait penser, au vu de tout ce que l'on a dit, que cette révolution palestinienne a été un échec, mais pas complètement du tout. La répression, certes, a été terrible. Certes, le Haut Comité arabe a été déporté aux Seychelles. Certes, il y a de nombreux morts, blessés, etc. Mais elle aboutit quand même à quelque chose d'important. C'est le livre blanc de 1939. Pourquoi, d'abord, ce livre blanc ? Ce livre blanc, la Seconde Guerre mondiale approche. On est en 1939.
le programme de réarmement d'Hitler est achevé, l'Allemagne nazie devient une véritable menace pour les régimes occidentaux, pour les régimes européens. Et donc, du coup, les Anglais sont obligés, on va dire, de mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Et ils sont obligés de faire des concessions. Ils sont obligés de faire des concessions. D'abord, ils tiennent à calmer le jeu, en quelque sorte, dans la perspective d'une lutte avec l'Allemagne nazie. Et donc, ils vont faire ce livre blanc, qu'on appelle le livre blanc MacDonald, de 1939. Ce livre blanc, il est important parce qu'il dit, il reprend même, et il satisfait des revendications palestiniennes. Alors, en partie, hein, mais par exemple, en ce qui concerne l'immigration. Ce livre revenant blanc, sur la déclaration Balfour. Pardon ? En revenant sur certains points de la Absolument. déclaration Balfour. Alors, il revient sur la déclaration Balfour en ce sens qu'il ne dit pas, enfin, la façon dont la déclaration Balfour avait été comprise par les sionistes, il ne dit pas que la Palestine doit devenir un État juif. Et au contraire, il dit que la Palestine doit devenir l'État du peuple palestinien, dans sa totalité, sans le fragmenter, très important. Hein. Donc, en fait, il satisfait, on pourrait dire, la revendication principale. C'est-à-dire que dans un laps de temps de 10 ans, je crois que c'était 10 ans, c'est ça, 10 ans. Dans le laps de temps de 10 ans, eh bien... l'indépendance de la Palestine aux Arabes palestiniens. Qui était donc la principale revendication. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit encore que d'une promesse. Mais c'est important de le dire. On pourrait dire que c'est un petit peu l'anti-déclaration Balfour. Deuxièmement, l'immigration juive sera limitée à 75 000 nouveaux arrivants. Alors, on parlait de capacité d'absorption de la Palestine. 75 000, et de toute façon ne pourra pas aller au-delà d'un certain seuil acceptable par les Palestiniens au niveau du nombre. 75 000, c'est-à-dire que ça ne fixait pas cette population au-delà d'un tiers de la population de Palestine. Hein. Et aussi l'interdiction de la vente de terre. Et l'interdiction, bien sûr, et l'interdiction de la vente de terre. Alors cette interdiction de vente de terre, même si on va distinguer certaines zones où elle sera permise et d'autres où elle ne sera pas permise, en tout cas, d'une façon générale, la terre, on ne pourra plus acheter des terres comme c'était le cas auparavant. Hein. Et ça, c'est aussi une des principales revendications. Donc on voit que finalement, ces trois concessions faites par les Britanniques, finalement, étaient les revendications de la révolte palestinienne. Donc on ne peut pas dire que cette révolte est complètement échouée. Alors maintenant, reste à savoir, et ça c'est une autre histoire, dans un autre volet nous pourrons voir cela, de quelle façon finalement ces revendications ne vont pas être satisfaites, sinon la Palestine sera indépendante aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, il est important de dire que les Britanniques, que cette grande révolte palestinienne a eu quand même des résultats concrets. Cela dit, et c'est là le problème principal, c'est qu'il n'y a plus de direction politique palestinienne. Hein, on peut dire que cette révolution a été décapitée d'une certaine façon. On l'a dit, tous ces dirigeants ont été déportés aux Seychelles. Hein. D'ailleurs, on a des photos qui nous montrent ces dirigeants palestiniens derrière des barbelés aux Seychelles, colonie britannique. On a même des lettres qu'ils envoient à leurs familles. Hein. Et donc ça, il est important de le dire, à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Palestiniens sortiront de cette Seconde Guerre mondiale, comment on pourrait dire, avec des pertes énormes, un coût humain, des destructions, et avec plus aucune direction politique. Et on peut peut-être aussi dire un mot des organisations juives sionistes militaires, donc la Haganah et l'Irgun, qui ont profité justement avec un accord tacite avec les Britanniques qui s'appuyaient sur ces organisations-là, bien sûr, pour réprimer et répondre aux révoltes et aux attaques menées par la résistance palestinienne de cette époque-là. Alors, à l'inverse, bien sûr, le secteur sioniste sort, alors, renforcé au plan tactique, puisque la Haganah, qui était au départ ce qu'on appelait la garde des colonies, a profité de cette grande révolte palestinienne pour s'entraîner réellement, hein, pour acquérir une expérience militaire, pour connaître davantage l'ennemi, parce que finalement l'ennemi principal, ce sont les Palestiniens. N'oublions pas que c'est un colonialisme de peuplement dont le but est malgré tout de remplacer une population,
de substituer à cette population d'origine, hein, eh bien une population d'immigration, de colonisation. Donc la Haganah sort de ce point de vue renforcée. Elle a acquis une expérience militaire grâce aux Britanniques, on l'a dit, grâce Ordwin Gate, etc. Elle a des armes, elle a d'ores et déjà des armes, parce qu'évidemment les armes qui ont été fournies par les Britanniques, hein, eh bien elle les a en main. On pourrait dire que de ce point de vue, c'est un gain. Au plan politique, il en va autrement. Au plan politique, le secteur sioniste est absolument ulcéré par et évidemment sans doute, par ce livre blanc. Par ce livre blanc, MacDonald, puisqu'effectivement, il satisfait en grande partie les revendications des Arabes. Et dès cette période, les groupes sionistes changent d'attitude par rapport aux Britanniques et voient les Britanniques comme étant leur ennemi. Et d'ailleurs... Quelle sera la réponse, justement, la réponse sioniste par rapport à ce livre blanc? Quelle sera concrètement dans les faits? Alors concrètement, eh bien, on va avoir des groupes sionistes qui vont commencer à attaquer militairement les Britanniques, dès 1939, mais qui ensuite, à cause de la Seconde Guerre mondiale, vont interrompre pendant quelques années. Mais cette opposition armée aux Britanniques va reprendre très rapidement dès 1943. On peut dire que en ce qui concerne la Haganah, qui est l'organisation principale, qui représente le segment principal du mouvement sioniste, celui qui est dirigé d'abord par Weizmann et ensuite par Ben Gourion à partir de 1942 de la conférence de l'hôtel Biltmore, hein, eh bien c'est vrai que la Haganah ne va pas poursuivre d'actions armées contre les Britanniques, mais des groupes comme l'Irgun, et notamment des dissidents du groupe de l'Irgun comme le Lehi, hein, qui sera dirigé entre autres par un certain Isaac Shamir par la suite, dont nous reparlerons, eh bien ces groupes-là ont fermement l'intention de combattre les Britanniques, y compris par les armes. Alors, d'une façon générale, le mouvement sioniste est ulcéré par ce livre blanc, qu'il considère comme étant une défaite politique. Donc on le voit, les choses en sont là. Pour les Palestiniens, on peut dire que cette grande révolte est une sorte de répétition générale, mais qui s'est fait à un coup terrible, hein, dont nous reparlerons. Voilà. En ce qui concerne maintenant un aspect important qui est celui de l'immigration juive et de la mise à l'abri de populations juives occidentales menacées par le nazisme montant, parce que toute cette période, bien sûr, hein, tout cela se passe en plein nazisme triomphant, hein, à partir de 1933, Hitler est arrivé au pouvoir, et évidemment, l'arrivée d'Hitler au pouvoir a posé la question de quel refuge pour les populations juives. Alors j'aimerais dire un mot là-dessus. On avait entendu un certain pseudo-philosophe français dire que si les Palestiniens, que les Palestiniens avaient été responsables, en gros, du malheur juif, parce que si les portes de la Palestine avaient été grandes ouvertes aux immigrants juifs, beaucoup plus auraient pu être sauvés dans cette période de l'entre-deux-guerres. Alors d'abord, précisons que la Palestine est le pays qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés juifs pendant cette période. C'est le pays qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés juifs pendant cette période. D'autre part, la Palestine n'était quand même pas le lieu le plus proche pour les réfugiés juifs. Alors, parlons, quid des autres pays occidentaux qui auraient pu accueillir ces réfugiés juifs et qui ne l'ont pas fait. Et là-dessus, le verdict est absolument sans appel. Les États-Unis ferment leurs portes aux réfugiés juifs à la même période. Nous pourrions rappeler un certain nombre d'événements, hein, dont le tragique épisode du bateau le Saint-Louis, bateau d'immigrants juifs d'Allemagne, qui sera repoussé par les autorités américaines, hein, et qui sera renvoyé vers l'Allemagne, vers le lieu de son martyre, vers le lieu du martyre des Juifs, de ses occupants. Hein. Mais la plupart des pays occidentaux auront une attitude totalement d'opposition et d'hostilité à l'accueil de ces réfugiés juifs. Donc, comment tenir les Palestiniens responsables de ce non-accueil alors que les pays occidentaux eux-mêmes ne l'ont pas fait. Et d'autre part, encore une fois, si cette immigration juive n'avait pas été une immigration coloniale, je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème. Le problème, c'est que c'est une immigration coloniale. Les immigrants juifs, malheureusement, sont transformés en colons par le mouvement sioniste. Ils arrivent comme réfugiés,
Mais 2 jours après, ça devient des colons. Et ils sont aux côtés de l'armée britannique qui réprime le peuple palestinien. Comment le peuple palestinien pourrait-il accepter cela? D'où cette revendication de cessation de l'immigration juive, mais je le précise, qu'on doit appeler immigration sioniste, parce que immigration juive, ça fait vraiment, ça permet de masquer malheureusement les enjeux réels sur le terrain. Merci Youssef Boussouma. C'est la fin de cet entretien qui était consacré spécifiquement à la grande révolte arabe palestinienne de 1936-1939. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette série d'entretiens consacrés à l'histoire de la Palestine, dans laquelle nous aborderons l'emblématique cas du Moufti de Jérusalem. Merci.